Bonsoir à tous, il est 18h30 précis, je vous propose donc que nous commencions cette séance de notre conseil municipal, séance de rentrée, donc j'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été. Je reprends mon souffle après cette montée d'escalier un peu rapide. Je vais commencer par saluer notre public, les personnes qui nous regardent en ligne depuis le live sur la page Facebook, la presse et la représentante du Dauphiné libéré. Et je vais procéder à l'appel. Sandrine Buisson, présent. Claude Tabuy, présent. Sylvie Sermon-Hadaz, Thierry Bétaz, Saïda Adour, Marc Locatelli donne pouvoir à Sylvie Sermon-Hadaz, Corinne Farochex, Théo Lombard, présent. Laurence Potier, présent. Isabelle Belin, Nadège Châtel, Catherine Collomb, Sébastien Cotet, Jean-Pierre Genin, Sylvie Charnot, Martine Osselin, Christelle Itnac, Patrice Jupil, Pascal Ménan, Sonia Mokedem est absente et donne pouvoir à Laurence Potier, Jean-Michel Rebet, Zeka Yaouzès est absent et donne pouvoir à Isabelle Belin, Taylor de Boissou, Benoît Chambourdon, Jean-François Villers, Marie Fischer, Yves Minot, Nicolas Orsier, Patrice Contat est absent et donne pouvoir à Michel Langlais, Virginie Danvansung, Michel Langlais et Nicole Ranard absente donne pouvoir à Virginie Danvansung. Merci à tous. On va désigner un ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un ou une volontaire? Eh bien, Laurence Potier, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie beaucoup. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal, très sobrement et très humblement, mais je vais vous proposer que nous observions une minute de silence en hommage à Lucienne Tabuy. Donc je vous invite à vous lever. Merci beaucoup. Merci pour elle et ce qu'elle a fait au service des autres et de La Roche tout au long de sa vie. Je vais vous proposer que nous passions à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 25 juin. Est-ce que sur ce procès verbal, il y a des observations? Pas d'observations, je vous propose donc de l'approuver. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 1. Maintien ou non de M. Thierry Bétaz, adjoint au maire, dans ses fonctions, suite au retrait dans l'ensemble de ses délégations. Donc, le 25 juin 2022, Thierry Bétaz a été élu par notre conseil municipal adjoint au maire et il a ensuite reçu, le 11 juillet 2022, par arrêté, délégation dans le domaine des manifestations, du jumelage et du protocole. Par un arrêté du 16 septembre 2025, ces délégations y ont été retirées suite à un désaccord politique majeur rompant le lien de confiance qui nous unissait. Suite à ça, le Code général des collectivités territoriales impose que le conseil municipal se prononce sur le maintien ou non de l'adjoint dans ses fonctions dès lors qu'il n'a plus de délégation. Il est proposé que le vote ait lieu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire au scrutin public, sauf si un tiers des membres présents réclament qu'il se tienne à bulletin secret. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'infos sur les motifs exacts de cette décision? Parce qu'il faut quand même qu'on le vote, donc j'aimerais bien qu'on puisse avoir quelques précisions par rapport à ça. Et également avoir ce que en dit aussi M. Thierry Bétaz. Vous ne votez pas le retrait ou non des délégations. L'arrêté, il n'a pas à être motivé et c'est un pouvoir qui revient au maire. Michel, je vais terminer. Et donc, je l'ai dit, il y a des dissensions politiques qui sont apparues récemment et qui m'ont conduit à ce que le lien de confiance qui doit unir
le maire qui confie ses délégations à un adjoint, à ce que ce lien de confiance ne soit plus réuni, d'où le retrait des délégations. Bien. Je suis déjà placé en bas. Je pense que après j'irai dans l'arène, pas dans l'aréna, mais dans l'arène. Bon, bien. Messieurs le maire, chers collègues élus, mesdames, messieurs, le retrait de mes délégations suscite avant tout une incompréhension et de la colère. Le motif avancé, une lettre adressée aux Rochois, publiée sur mon site et partagée depuis que je me suis déclaré pour les élections municipales de 2026. Parce que j'y ai utilisé des mots forts, construire ensemble et non pas en haut lieu, réveiller une splendeur délaissée, dénoncer la dégradation de la ville, la baisse des services publics et la multiplication des incivilités. Vous avez choisi de me sanctionner. Je le dis avec force, ces mots n'étaient pas des attaques. Ils traduisaient des faits, des réalités vécues, des ressentis partagés par beaucoup d'habitants. Ils portaient une ambition tournée vers l'avenir. Je reconnais aussi qu'en tant que membre de la majorité, j'ai ma part de responsabilité. Cette autocritique est nécessaire pour avancer. Mais cela ne justifie pas qu'on efface d'un revers de main mon engagement, les efforts et ma passion pour notre commune. Oui, c'est une injustice, mais je prends acte de cette décision. Elle illustre une divergence politique, une différence de vision. Mon engagement demeure, personne ne pourra me museler. Je resterai fidèle à mes valeurs, loyauté, dialogue et esprit constructif. Je regrette que certains propos aient été mal compris, mais je continuerai de porter une ambition sincère pour La Rochefoucauld. Merci. Merci. Simplement souligner que l'engagement n'est nullement effacé et le travail réalisé au service des Rochois non remis en cause. Oui. Monsieur Bétaz a évoqué le mot d'injustice. Alors nous rappelons que une décision du Conseil d'État a précisé les motifs de retrait de délégation. Donc ce qui peut ne pas être, ce qui peut être ou pas légalement dans ce cadre-là. Donc nous espérons que tout cela soit respecté. Tout est respecté et comme tout arrêté du maire, il peut, s'il est contesté, être attaqué devant la justice administrative. Encore une fois, l'arrêté est motivé comme il le faut et les motifs réunis pour que je considère que donnant mes délégations, ça doit se faire dans un cadre de confiance qui aujourd'hui, je l'ai dit, n'existait plus. Tout simplement. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose que nous passions au vote. Et donc, à main levée, qui est contre le retrait de la qualité d'adjoint à Thierry Bétaz? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je fais une petite intervention. Ok, merci. Donc, je prends acte de votre décision que je considère comme profondément injuste. Cela démontre bien qu'il y a, à vos yeux, j'étais considéré comme une personne gênante pour quelques-uns dans le cadre de votre campagne. Mission accomplie, mes évictions est une sanction politique, mais elle ne m'empêchera pas de continuer et agir pour l'avenir de notre ville. J'ai travaillé sans relâche, avec cœur, avec sincérité, pour les Rochois et les Rochoises. Et j'en suis très fier. Mais je veux vous dire une chose très clairement, je ne renoncerai pas. Mon engagement pour La Roche ne dépend ni d'un titre, ni d'une indemnité. Il dépend de la confiance que les Rochois et les Rochoises m'accordent. Je reste élu, car cela, vous ne pouvez pas me l'enlever. Je serai toujours à leur écoute. Cette situation m'apporte désormais une liberté de nouvelle, celle de m'exprimer pleinement
et de poursuivre mon engagement au service de la commune. Et je vais prendre place là-bas, maintenant, parce que vous me considérez comme la minorité. Alors, le retrait des fonctions d'adjoint n'implique nullement de siéger dans la minorité. Si c'est ton choix, évidemment, nous ne t'en empêcherons pas. Simplement apporter une précision qui me paraît nécessaire. La campagne électorale n'a évidemment rien à voir dans cette décision et je crois que personne ne peut m'accuser aujourd'hui de vouloir faire des jeux politiques alors que j'ai annoncé depuis plusieurs mois être sur le point de me retirer de la vie politique en ayant annoncé publiquement ne pas me représenter aux prochaines élections. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que la campagne électorale ne doit surtout pas trouver écho dans notre hémicycle, qui doit rester un lieu de débat ouvert et respectueux comme il l'a une très grande majorité du temps été depuis 4 ans bientôt. Et pour rappeler que la campagne électorale ne se jouera pas ici, puisqu'ici nous sommes là dans le cadre du mandat qui nous a été confié jusqu'au mois de mars 2026 et pas pour ce qui se passera ensuite. Point numéro 2, détermination du nombre d'adjoints. Ça découle du résultat du vote qui vient d'arriver. Plusieurs options se présentent à notre conseil. Le retrait de cette qualité d'adjoint, comme nous avions voté collectivement en juin 2022 que le nombre d'adjoints serait de 9, les deux options sont désigner un adjoint pour remplacer l'adjoint sortant ou décider de porter le nombre d'adjoints à 8. Aujourd'hui, il aurait paru cohérent de remplacer l'adjoint sortant par la personne la plus à même de le remplacer dans ses fonctions par rapport aux missions exercées jusqu'ici, et il se serait agi de Nadège Châtel. Or, la loi sur la parité nous impose de remplacer un adjoint sortant par une personne du même sexe. Comme il ne s'agit pas de nommer des adjoints pour nommer des adjoints, je propose donc que le 4e adjoint ne soit pas remplacé et que nous nous portions à un nombre de 8 adjoints plutôt que 9. C'est ce qui est soumis à cette Assemblée. Est-ce que ça soulève des questions ? Oui. Oui, ça pose une question. Monsieur Thierry Béthez avait les délégations sur la vie associative, manifestation, jumelage et protocole. Qui va s'occuper de ça jusqu'à la fin du mandat de l'équipe actuelle ? Alors, je comptais y venir après pour expliquer le tableau qui va vous être distribué sur la proposition de la nouvelle enveloppe d'indemnité, mais je vais le faire maintenant avant effectivement qu'on désigne le nombre d'adjoints. Ce qui vous sera proposé, et le tableau détaillé vous sera mis sur table juste après, c'est que Nadège Châtel, qui reste conseillère déléguée, récupère les délégations qui étaient celles de Thierry Béthez jusqu'alors pour effectivement faire le travail qui reste à faire jusqu'à la fin du mandat et que elle soit suppléée et aidée dans cette tâche par Sylvie Charnot qui récupérerait les délégations actuelles de Nadège Châtel dans un périmètre précis qui restera à définir sur les questions de culture, de jumelage, de protocole, qu'on définira précisément très rapidement pour que les nouveaux arrêtés de délégation soient pris dès cette fin de semaine. Parce qu'actuellement, Nadège n'a pas de délégation sur n'importe quel... Si ? Si. Ok, d'accord. Oui, je ne me rappelais plus, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, je vous propose qu'on passe au vote et donc je vous propose de supprimer le poste de 9e adjoint, de porter le nombre d'adjoints à 8 et de dire que le tableau des adjoints est désormais le suivant. Première adjointe Sandrine Buisson, 2e adjoint Claude Tabuy, 3e adjointe Sylvie Sarondadas, 4e adjointe Saïda Adour, 5e adjoint Marc Locatelli, 6e adjointe Corinne Farrochex, 7e adjointe Théo Lombard et 8e adjointe Laurence Potier-Gabrion, et de dire que le tableau du conseil municipal sera mis à jour en conséquence. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions ? Merci beaucoup. Point numéro 3, révision de la répartition des indemnités des élus. Là encore, par délibération du mois de juillet 2022, on avait fixé un montant initial des indemnités des élus tel que dans le tableau mentionné dans la note de synthèse.
Le retrait de délégation et le non-maintien dans le statut d'adjoint vient modifier l'enveloppe des indemnités, puisque celle-ci est calculée sur le nombre d'élus en poste, maire et adjoint, avec des délégations. Le fait de n'être plus que 8 adjoints avec délégation vient diminuer l'enveloppe globale allouée et nous a conduit à proposer une nouvelle répartition qui vous a été distribuée. Est-ce que vous l'avez tous sous les yeux ? Et donc, qui nous amène à proposer une indemnité de base à 63% pour le maire, soit 2579,36 € brut. Pour les premiers et deuxièmes adjoints, une indemnité de base de 19%, soit 774,84 € brut. Pour les 6 autres adjoints, une indemnité à 14%, soit 581,64 € brut. Je propose que Nadège, en tant que conseillère déléguée avec une large délégation, ait la même indemnité de base à 14%, soit 581,64 € brut, comme pour les autres adjoints, que les 5 conseillers délégués, donc les 4 existants, à savoir Isabelle, Catherine, Jean-Pierre et Sébastien, plus Sylvie Charnot qui obtiendrait des délégations, et une indemnité de base à 9%, soit 385,98 € brut, et que les conseillers municipaux sans délégation aient une indemnité de base de 2%, à 87,97 € brut. C'est une petite spécificité rochoise parce qu'il y a très peu, voire pas, de conseils municipaux qui rémunèrent les conseillers délégués sans délégation, les conseillers sans délégation. Mais on maintient évidemment cet état de fait qui, je crois, salue l'engagement de chacun et indemnise de quelques frais inhérents à l'exercice du mandat. Est-ce que ça soulève des questions ? Pas de questions ? Je vous propose donc de passer au vote de cette délibération et de fixer en fonction de l'indice brut terminal de la fonction publique le montant initial des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux tel que défini dans l'annexe qui vous a été distribuée sur table, d'approuver le tableau récapitulatif chiffré par élu tel qui vous a été distribué et de décider le versement de ces indemnités à compter de la date d'entrée en fonction des élus. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions? Merci. Il a dit contre. Contre pour Saïda. Des abstentions? Est-ce que vous pouvez relever la main qu'on soit sûr de notre compte? Abstention, Corinne aussi. Merci beaucoup. Mise à jour de la majoration des indemnités, ça fait partie des joies de l'administration et des règlements publics qu'on ne peut pas voter ces deux délibérations en même temps. Il est proposé, comme nous l'avions fait en juillet 2022, d'appliquer les deux majorations pour lesquelles la commune est concernée, c'est-à-dire la majoration en tant que commune chef-lieu de canton pour 15% et la majoration en tant que station de tourisme pour 25%. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Eh bien, je vais vous proposer donc de décider l'application des majorations aux indemnités de fonction du maire et des adjoints telles que définies dans le tableau qui vous a été distribué, d'approuver le tableau récapitulatif chiffré par élu tel qu'il vous a été distribué et de dire que ces majorations s'appliquent à compter de la date d'entrée en fonction des élus. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Point numéro 4, communauté de communes du Pays Rochois, rapport d'activité 2024. Je laisse la parole à Claude Tabuy, premier vice-président de la communauté de communes. Donc, je vais présenter rapidement le rapport d'activité de la CCPR pour l'année 2024, donc, qui a été finalisé avant l'été et présenté au conseil communautaire. Chacune des 9 communes devant ensuite en prendre acte, ce que nous allons proposer ce soir. Donc, pour mémoire sur ce mandat, ce sont 12 politiques publiques qui sont travaillées au niveau de la communauté de communes avec 12 commissions thématiques. Donc vous avez eu le rapport dans les convocations. Sans présenter de façon exhaustive l'ensemble du document, je reprendrai simplement quelques actions et réalisations pour l'année 2024. Par exemple, au niveau de la politique déchets, on pourra citer la poursuite des actions pour améliorer toujours le tri et envoyer le moins de choses possibles à l'incinération.
par exemple le déploiement des filières REP à la déchetterie pour toujours mieux orienter et trier les objets, la mise en place d'un marché gratuit, la politique de compostage qui poursuit aussi son cours et son déploiement. Au niveau de la politique de l'eau, en 2024, ça a été le travail préparatoire à la fin de la DSP et l'organisation du nouveau service qui a pris à partir du 1er janvier 2025, donc qui est une régie avec prestation de services, et donc cette homogénéisation des règles sur l'ensemble du territoire communautaire a été un travail important au niveau du service de l'eau sur l'année précédente. Au niveau de l'agriculture, autre exemple, la ferme de Corbat, qui a été retenu et lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, donc, qui a été retenu en avril 2024. Et donc, suite à ça, la CCPR a investi pour la production de 3 serres installées sur site avec un système d'arrosage innovant basé sur la récupération des eaux pluviales et un projet porté par plusieurs associations qui se sont regroupées et qui aujourd'hui portent vraiment ses fruits avec une belle participation de l'ensemble des associations et du coup des premières preuves de fonctionnement sur le territoire qui sont très encourageantes. Sur la partie scolaire et bâtiment, début des travaux de l'agrandissement de l'école de Toisinges à Saint-Pierre et 2 autres écoles maternelles qui seront lancées d'ici la fin du mandat, l'une à Étaux et l'autre à Arenton. Sur le volet mobilité, par exemple, l'ouverture de l'antenne Proxy Vélo à proximité de la gare de La Roche et la fin des études préliminaires relatives au réaménagement de la gare de La Roche également, et les premières actions avec le bâtiment Euromaster qui est maintenant tombé et qui permettra l'aménagement d'une nouvelle plateforme de stationnement. Enfin, sur le sport, le schéma des itinéraires de randonnée du Pays Rochois a été finalisé. 61 km de sentiers ont été inscrits au plan départemental des itinéraires de randonnée et le balisage est en cours de déploiement sur ces semaines. Quelques actions que je viens de décrire rapidement qui montrent que la CCPR poursuit la mise en œuvre de son projet de mandat et le plan d'investissement qui avait été voté au Conseil communautaire avec comme ambition de remettre le citoyen au centre des préoccupations. Merci Claude. Est-ce que ce rapport, cette synthèse de rapport ou le rapport qui était en annexe soulève des questions ? Pas de questions ? Eh bien, je vous propose de prendre acte du rapport 2024 de la communauté de communes du Pays Rochois. Convention de mise à disposition de la salle Hélène Blanc, 6 40 rue du Collège pour l'association L'Agereux. Je laisse la parole à Sandrine. Oui, bonsoir. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de sa politique sportive, la commune de La Roche-sur-Foron soutient les projets des associations pour poursuivre leurs activités ainsi que le lien social qui les caractérise. Depuis que l'association a déménagé à Jean Jaurès, la salle est trop petite et par convention, nous leur laissons exercer leur activité physique dans la salle Hélène Blanc. Donc ça, c'est simplement une reconduction de la convention et de la mise à disposition de cette salle. Merci beaucoup. Est-ce que ça soulève des questions ou des remarques ? Pas de questions, pas de remarques. Eh bien, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver la convention de mise à disposition de la salle Hélène Blanc, 6 40 rue du Collège pour l'association L'Agereux et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer la dite convention et tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Je vous remercie. Point numéro 6, attribution de la subvention 2025 à l'organisme de gestion des écoles catholiques, établissement scolaire catholique Rochois. Claude. Voilà, comme chaque année, on vote la subvention finale qui est attribuée à l'OGEC ESCR dans le cadre de la convention qui nous lie. Convention qui a été approuvée le 5 juin 2024 pour une durée de 3 ans, donc qui couvrait du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2027. Ce montant est réévalué chaque année en fonction des effectifs et du coût calculé des élèves des écoles élémentaires publiques sur l'année en question. Et donc, au titre de l'année 2025, le montant des dépenses par élève des écoles élémentaires publiques
Pour l'année 2024, s'élève à 1114,29 €, qui est en hausse par rapport à 2023, où le coût d'un élève était de 1 000,92 €. Et donc, quand on ramène ce montant-là par élève au nombre d'enfants rochois scolarisés dans les écoles élémentaires privées, la subvention 2025 s'élèverait à 199 069 €. À noter que le volet qui était auparavant financé sur la restauration scolaire ne fait plus partie de cette convention, et donc nous sommes au périmètre aujourd'hui demandé par la loi. Merci Claude. Est-ce que ça soulève des questions? Oui. À ma connaissance, on n'a pas, j'ai pas eu, enfin, en tout cas, j'ai pas eu sous les mains le tableau de calcul de ces subventions. Du coup, ce qui vient dire que il y a le coût par élève en école élémentaire publique augmente et du coup est réattribué en fonction du nombre d'élèves en école privée. Du coup, ça veut dire qu'il y a moins d'élèves dans l'école publique, dans l'école élémentaire publique, ou une augmentation. On n'a pas eu, en tout cas, nous, on n'a pas eu sous la main le tableau de calcul. Alors, le tableau de calcul, on pourra le transmettre, mais il se fait sur des éléments légaux. Hein. On ne choisit pas ce qu'on met dans ce tableau, c'est assez précis. Et je vais laisser Corinne répondre parce que c'est elle qui est la mieux placée sur le coût de nos élèves dans nos écoles publiques. Oui, donc bonsoir. Oui, Jean-François, c'est comme toutes les années. En fait, dans ce calcul, donc tu pourras demander le détail, est pris en charge tout ce qui est les achats, tout ce qu'on dépense, nous, mairie, pour un citoyen, enfin un écolier rochois, avec la prise aussi en charge des flux, enfin voilà, c'est tout un détail et ça, tu peux l'avoir. Et du coup, c'est divisé par le nombre d'élèves total qu'on a sur la commune. Donc de tête, je crois à peu près comme ça, 485 sur nos 3 sites. Je sais pas, enfin voilà. Et du coup, ça sort un coût et on remultiplie ce coût par les rochois qui sont sur le Buisson et sur Notre-Dame. Et ils étaient 180, on est 183, je crois qu'il y a les chiffres. Mais voilà. En sachant que tout ce qui est activité sportive où il y a des interventions de la commune sont refacturées à l'OGEC, à l'ECR. Les tables, ceux que Marc peut intervenir, ça on leur refacture. On y déduit, c'est pas payé par la commune. Voilà. Du coup, on perd un peu des élèves dans le public, voilà. Merci pour ces précisions, Corinne. Oui. En tout cas, il était important de préciser qu'il y a quand même une augmentation de 10% d'une année sur l'autre. Donc voilà, les raisons sont quand même assez floues. Le calcul n'est pas, donc on vous fera passer le détail et qui justifie ça. Encore une fois, on est sur l'obligation légale et je rappelle que jusqu'à l'année dernière, ou il y a 2 ans, on ajoutait à l'obligation légale une participation à la cantine qu'on ne donne plus depuis 1 ou 2 ans, justement en raison de cette augmentation significative tous les ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui Benoît? Mais juste sur ces 10%, indépendamment des chiffres qu'on aura, est-ce que vous savez ce qui a augmenté? Parce que c'est plutôt encourageant de savoir que le service public pour nos élèves s'améliore, tant mieux. Surtout que le nombre d'élèves augmente entre 2023 et 2024. Donc c'est encore plus que 10% à nombre d'élèves constant. Est-ce que vous savez où est-ce que ça vient, ces 10%? Quel nombre d'élèves qui augmente le Je crois que dans la délibération, je vois que le nombre d'élèves augmente de 20 élèves à la rentrée, ou bien... dans le public, c'est oui. ça. Alors là, on est sur... cette année, on a augmenté. Après, on a fait des fermetures de classes, donc c'est ce que j'avais expliqué. Forcément, si on fait un ratio entre le nombre... Si on perd des écoliers dans les écoles, ça augmente automatiquement la subvention. Ce que j'avais expliqué les autres années, parce que du coup, tu as moins de... Enfin, je sais pas si tu as 400 enfants et puis tu n'en as plus que 350, les flux, Alors, il y a un peu moins d'achats de livres, mais je pense que c'est surtout, et puis ça, faudra le faire...
Enfin, faudra voir dans le calcul, mais c'est aussi les fluides, l'entretien des bâtiments. Enfin, tu vois. Ça, je comprends tout à fait, Ouais. mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que dans la délib, il y a écrit qu'il y a plus d'élèves que l'année d'avant. Du coup, mécaniquement, l'augmentation, elle n'est même pas de 11%, mais potentiellement de 13%. Et tant mieux, hein, l'idée, c'est pas de discuter Oui, oui, bien sûr. si on est mieux servi dans les écoles pour les écoliers, tant mieux. Mais c'est encore plus que 11%, parce qu'il n'y a pas eu une baisse, comme tu l'expliques là. Non, mais dans la méthode de calcul, il y a aussi beaucoup d'éléments RH qui rentrent en compte. Et enfin, typiquement, des arrêts maladie chez nous, avec le fonctionnement public, font qu'on a un coût RH plus élevé sans avoir de personnel en plus dans les écoles concrètement. Donc mécaniquement, ça va augmenter le coût, mais le service public aux élèves est le même. Et donc, on a tout un tas de complexités comme ça qui rentrent en compte, en plus de l'augmentation mécanique des coûts, des fluides, des bâtiments et tout ça. Mais dès lors qu'on va investir dans l'entretien des bâtiments ou ce genre de choses, ça va entrer dans le calcul. Et donc, c'est pour ça qu'on vous distribuera effectivement le détail du calcul pour que vous ayez les explications ligne par ligne. Mais vous n'avez pas d'analyse aujourd'hui, en tout cas. Vous ne savez pas d'où ça vient précisément. Non. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver l'attribution de la subvention 2025 à l'OGEC-ESCR telle qu'elle vient de vous être exposée et de m'autoriser à verser la dite subvention. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Merci beaucoup. Simplement pour vous signifier, il y a eu une erreur matérielle dans le tableau Excel qui a oublié de prendre en part une partie des compte sur le tableau des indemnités qui vous a été distribué en séance. La dernière colonne à droite était erronée pour à partir de la ligne des adjoints et des conseillers délégués, puisque le calcul Excel n'a pas intégré les deux majorations dans le calcul de l'indemnité brute mensuelle finale. Donc on vous redistribue sur table le tableau. Et je vous propose que pour être certain que nous soyons bien calés dans les règles, nous revotions la délibération numéro 4, maintenant que vous avez les éléments matériels corrects à votre disposition. Non ? Donc je vous laisse prendre connaissance. Donc c'est la colonne la plus à droite sur l'indemnité brute mensuelle suite à l'application des deux majorations. Et donc pour les lignes premier, deuxième adjoint, autre adjoint, conseil municipal délégué, conseillers municipaux délégués, le chiffre change parce que le tableau Excel imprime désormais la majoration appliquée. Donc je vous propose, pour être certain d'être conforme réglementairement parlant et que vous ayez délibéré en toute connaissance de cause, que nous redélibérions sur cette mise à jour de la majoration des indemnités des élus, et donc de décider de l'application des majorations aux indemnités de fonction du maire et des adjoints telles qu'elles ont été définies, d'approuver le tableau récapitulatif qui vous a été joint, et de dire que ces majorations s'appliquent à compter de la date d'entrée en fonction. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Merci beaucoup. Navré pour cette erreur matérielle, comme quoi l'informatique n'a pas toujours raison. Point numéro 7, avance remboursable sans intérêt de la commune au centre communal d'action sociale. Claude. Donc oui, donc en fin d'année, en général, en fonction des versements que la CAF fait, des remboursements de prestations de services, notamment auprès de nos établissements d'accueil de jeunes enfants ou autres, le CCS a besoin pour finir l'année parfois d'une avance de trésorerie et qui est remboursable sans intérêt à la commune. Et donc l'objet de cette délibération consiste à proposer cette avance remboursable sans intérêt, qu'elle puisse être inscrite au budget et que pas d'intérêt ne soit comptabilisé pour cette avance qui serait réalisée. Merci Claude. Est-ce qu'il y a des questions ? Michel. On le fait assez régulièrement, une fois par an pratiquement. Est-ce que c'est toujours à peu près la même somme qui est avancée tous les ans et au niveau du CCS, quand il y a des abandons de créances comme il y a déjà pu y avoir les autres années, c'est en plus de ce montant-là, c'est quoi exactement ? En fait, c'est surtout les recettes que le CCS perçoit, parce que
La CAF abonde largement sur les dépenses de fonctionnement, et donc cette recette-là est versée en plusieurs temps au fil de l'année, et souvent tarde à venir abonder le budget du CCAS, enfin les trésoreries du CCAS. Et donc pour pallier cette latence entre le versement de la recette de la CAF et nos obligations, notamment versement des rémunérations aux agents, la commune doit faire cette avance de trésorerie. Et cette avance, elle a été calculée pour couvrir ce besoin de financement. Les créances qui ne seraient pas récupérées ne rentrent pas du tout en ligne de compte. Du coup, elle est toujours constante ou elle fluctue un petit peu tous les ans? Voilà, elle est à peu près constante en fait. Elle est calculée sur le volume nécessaire pour finir l'année et ensuite elle est remboursée. C'est un jeu d'écriture qui permet de passer le cap au niveau de la trésorerie simplement. Merci, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver l'avance budgétaire au CCAS sans intérêt d'un montant maximum de 500 000 € et de m'autoriser à verser cette avance et à la recouvrer dans les conditions définies dans la délibération. Est-ce qu'il y a des contre ? Des abstentions? Merci beaucoup. Session du local communal situé 200 rue Périne. En septembre 2024, nous avions approuvé le déclassement du domaine public du local situé au 200 rue Périne, qui était l'ancien local du service jeunesse qui sont depuis installés dans les locaux du CCAS. Et vous m'aviez autorisé à procéder à toutes les diligences nécessaires à l'aliénation de ce bien. Nous vous informons qu'en février, un compromis de vente a été signé au prix de 140 000 € afin d'installer dans ces locaux un atelier de poterie, activité que nous considérons favorable dans un local inoccupé pour participer à l'attractivité du centre-ville, contribuer à la diversité commerciale en amenant en plus une activité à nature artisanale. Je crois que c'est toujours intéressant avec des porteurs de projets extrêmement sérieux. Dans son avis en date du 8 septembre, le pôle d'évaluation domaniale, qui doit toujours nous donner son avis sur la valeur des biens avant achat ou vente, a estimé cet immeuble à 134 253 €, assorti d'une marge d'appréciation de 10%, et nous nous trouvons donc dans le cadre de ces 140 000 au-delà de la valeur estimée et dans la marge des 10%. Dans ce cadre-là, il est proposé que vous m'autorisiez à boucler cette vente pour la rendre effective. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je vous propose donc d'approuver la vente du local communal, lot numéro 89 de la copropriété Les Berges du Foron 2 et les 195 2508e des parties communes générales, cadastrées section AB 712, au prix de 140 000 € au profit de Madame Catalina Mihaela Dolascu et de Monsieur Alexandre Hannibal Alves, ou toute personne morale créée en substitution, de m'autoriser moi ou mon représentant à signer tout document nécessaire à la concrétisation de ce dossier, de dire que les frais d'acte seront à la charge des acquéreurs et de désigner maître de Manila Salette notaire à La Roche-sur-Foron pour la rédaction de l'acte authentique de vente. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Renouvellement de la convention du Conseil énergie mis en place au CIAN. Jean-Pierre. Merci. Bonsoir à tous. Bon, là, ce soir, nous allons vous proposer de renouveler le contrat qu'on a avec le CIAN, avec un conseiller énergétique. Donc, c'est une situation un peu temporaire. Le CIAN va modifier un petit peu la façon de travailler avec le conseiller énergétique. Et ce conseiller, ils vont nous proposer, d'ici quelques mois, une convention un peu plus complète, avec des options possibles ou pas. Donc, on en rediscutera à ce moment-là. Donc là, ce soir, c'est simplement pour prolonger le contrat que nous avions actuellement avec le CIAN et le prolonger en fait jusqu'au 30 juin 2026. Voilà, donc ça c'est uniquement par rapport à cette situation-là. On en a discuté un peu en commission. Je ne sais pas s'il y a besoin que je vous rappelle à quoi nous sert le conseiller énergétique. C'est dans l'annexe là. C'est peut-être pas nécessaire par rapport à ça. Lors de cette commission là, j'avais demandé en fait, comme le CIAN nous dit qu'en fait on payait que 50% des frais. Comment ils calculaient les frais de leur conseiller énergétique? Donc en fait, c'est les frais. Un conseiller énergétique a environ 25 000 habitants à s'occuper.
hein. Et donc il a une rémunération une rémunération, le coût global est de 50 000 euros, et en fait, donc on en paye la moitié, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que ça fait 25 000 euros. Le coût qui revient aux collectivités. Pour notre part, comme on a à peu près 12 000 habitants, on peut dire que le conseiller énergétique il devrait nous être alloué à entre 40 et 45% de son temps. Voilà, donc il ne faut pas qu'on nous oublie de l'utiliser peut-être un peu plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à ça. On aura une nouvelle convention qui durera 4 ans, qui commencera donc le 1er juillet 2026. Merci Jean-Pierre. Oui, Nicolas. Oui, bonsoir. Notre groupe est favorable du coup à renouveler l'accompagnement du conseiller énergie du CIAN au vu de l'importance environnementale de réduire nos consommations énergétiques. Mais il nous semble par contre important en fait qu'on puisse l'utiliser, cet accompagnement, à hauteur de ce qu'il nous propose. Je dis cela dans le sens où j'ai dû demander au mois de juin pour savoir si on avait un bilan énergétique de l'année 2024 pour qu'on nous le fasse parvenir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit proactif pour cibler les gaspillages énergétiques qui peuvent être résolus par simple régulation des systèmes de chauffage. Cela est d'autant plus important pour réduire nos dépenses communales sur ce secteur qui représente quasi 800 000 euros annuels. Et je fais un peu lien avec ce que tu disais avant par rapport au coût d'un élève, où on sait que notamment sur l'école des Bois des Chers, on avait fait une visite en 2024, qu'il y avait des préconisations de régulation et qui n'ont pas été faites. Donc en fait, il faut vraiment qu'on fasse attention à cela. Et j'en profite aussi juste pour faire un petit rappel d'une demande qu'on avait fait à deux reprises au printemps concernant le coût global de la patinoire. On n'a jamais eu de retour, donc j'en profite. Très bien. Et ben, alors on note pour la patinoire, d'autant plus que les éléments ils doivent être connus. Donc on vous les fera suivre effectivement. Alors, on a un certain nombre de petites actions qui ont été mises en place dans pas mal de bâtiments. Après, elles y vont au fil de l'eau avec les budgets alloués. Mais effectivement, il faut, et Jean-Pierre l'a bien souligné, qu'on utilise effectivement ce conseiller énergie à la hauteur de ce que la ville peut demander. On se rejoint, je pense, toutes et tous là-dessus. Oui, j'en profite juste pour rajouter quand même, on se rejoint, sauf que là, en tout cas, depuis 2022, on le voit, il y a très peu de baisse énergétique par rapport au plan de sobriété qu'on avait fait. On doit être à moins 3%. Et comme je viens de le dire, il y a un élément concret sur l'école de Bois des Chers qui prouve qu'on n'a pas été proactif, d'où la nécessité de l'être vraiment. Oui, mais on l'a été sur un certain nombre de bâtiments avec des choses qui sont en cours. Je vous propose d'approuver la convention avec le CIAN et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment à signer la convention et toutes les pièces qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Convention avec l'éco-organisme Citeo pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Jean-Pierre. Donc, il existe une convention éco-organisme pour la lutte contre les déchets non diffus qui date de 2023. On peut remercier notre nouveau chef du service technique d'avoir trouvé ça, car jusque-là nous n'étions pas vraiment au courant de n'étions pas au courant du tout de cet éco-organisme, que ce qu'il pouvait nous rapporter et qui ne nous coûtera pas grand-chose en main-d'œuvre et en temps. Voilà, donc je vais peut-être vous le lire, là c'est un peu moins long que l'autre. Donc la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a transformé le système d'organisation des filières responsables d'énergie de producteurs, les REPS, vous parlait tout à l'heure Claude, avec entre autres la création de nouvelles filières en vue d'agrandir la responsabilité des industriels. C'est dans ce cadre qu'a été étendue la REP de la filière des emballages ménagers dont l'éco-organisme agréé Citeo est titulaire à la lutte contre les déchets abandonnés diffus. Elle cible la réduction des déchets abandonnés d'emballages ménagers sur l'espace public, ce qui révèle du nettoiement de la voie publique. Citeo a lancé un appel à projets à destination des collectivités compétentes en la matière de nettoiement de la voirie, en vue d'approfondir les connaissances et d'améliorer la gestion des déchets abandonnés diffus issus des emballages ménagers. Une convention est proposée aux collectivités par l'éco-organisme. Par ce document Citeo,
s'engage à contribuer au coût de nettoiement des déchets abandonnés d'emballages ménagers diffus dans l'espace public, ainsi qu'aux actions curatives et préventives menées par la commune, par le versement de soutien financier forfaitaire selon le nombre d'habitants établi selon un barème national, soit pour nous 3,2 € par habitant et par an. Contribue aux dépenses liées aux actions de communication, d'information et de sensibilisation pour prévenir de l'abandon des déchets. En contrepartie, la commune de La Roche s'engage à recenser et situer les hotspots qui sont des lieux de concentration de déchets abandonnés diffus, répondre aux questionnaires relatifs aux problèmes de déchets abandonnés, valider les supports et actions de communication par Citeo préalablement à leur diffusion ou réalisation. Restituer un bilan annuel à la fois des résultats et enseignements des actions de prévention et curatives mises en œuvre sous forme d'indicateurs, mais aussi de l'organisation et des charges de service en vue de suivre les effets du dispositif dans le temps. La Convention prendra effet rétroactivement au 1er juillet 2025, c'est pour ça qu'on avait un petit peu accéléré de le faire, parce qu'on l'a su il n'y a pas très longtemps, on voulait le faire rapidement, ça marche par semestre. Donc il fallait absolument le faire avant la fin de l'année pour pouvoir l'avoir à partir du 1er juillet 2025. Et sa durée couvre les actions soutenues entre la date de prise d'effet et ce jusqu'au 31 décembre 2027. Elle sera prolongeable par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 2029, sauf au cas de dénonciation par l'une des deux parties. Donc le soutien financier, comme vous pouvez le voir, il sera de 36 000 € annuels, donc 18 000 € sur cette année 2025. Merci Jean-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, j'ai une petite question par rapport à ça. Déjà, c'est effectivement, je pense, une belle chose à mettre en place pour la commune pour retrouver un peu de propreté sur la ville. Par contre, est-ce que vous avez déjà anticiper l'organisation par rapport à cette convention au niveau des services et notamment cet argent qui va être reversé par Citeo, à quoi il va être utilisé? Est-ce que ça va être utilisé pour un agent qui va le gérer, qui va s'occuper de tout ça? Est-ce que c'est par rapport au coût des déchets qui vont être ramassés? Comment est-ce que vont être fléchés ces revenus qui vont justement aider à pouvoir améliorer la propreté de La Roche? Alors, l'idée d'une part, c'est de valoriser le travail qui est déjà fait parce que nos agents ramassent très régulièrement, notamment autour des points d'apport volontaires. Et donc, c'est de valoriser ça, sachant que comme on fait déjà ce travail, on a effectivement le droit au soutien de cet éco-organisme. Ensuite, à ce jour, en termes de besoins réels supplémentaires ajoutés par la signature de cette convention, c'est simplement de répondre aux obligations que Jean-Pierre a décrites, de répondre à un certain nombre de questions pour s'assurer que le travail qu'on réalisait est toujours réalisé. Donc ça représente un travail relativement faible pour toucher cet argent. Ensuite, à aujourd'hui, on n'a pas décidé de où iraient exactement ces 36 000 €. L'objectif doit évidemment être au fait qu'une partie serve à mieux traiter la propreté de la ville aujourd'hui, mais je rappelle aussi que dans le cadre des recettes, elles ne sont pas nécessairement affléchées sur leur point d'origine et qu'il faut aussi s'en servir pour continuer de gérer avec sérieux et rigueur notre budget dont on sait qu'il est fragile et de plus en plus fragilisé. Alors, je suis d'accord que comptablement, on n'est pas obligé forcément de le flécher à un endroit précis. Par contre, c'est vrai qu'il me semble que dans la convention, il demande quand même un rapport pour pouvoir valider ou non la subvention. Donc, c'est dans le rapport entre les éléments qui vont être faits, qui vont être réalisés et les moyens qui vont être mis en place, il faut que ça corresponde quand même à un minima au niveau du cahier des charges pour pouvoir justifier effectivement toucher cette subvention. Oui, mais ce que j'indiquais, c'est que ce qui est déjà mis en place par la commune au niveau de la propreté compte pour le faire. Donc, encore une fois, il s'agit de trouver l'équilibre entre améliorer le service dès lors qu'il peut l'être, même si je rappelle que du côté de la propreté, tout n'est pas de la responsabilité de la commune, avec les compétences communauté de communes et avec la responsabilisation nécessaire de chacun dans son civisme et dans son bon sens. Et effectivement, la commune pourrait essayer de porter des améliorations à partir de là. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver la convention avec l'éco-organisme Citeo pour la lutte contre les déchets abandonnés diffus et de m'autoriser moi ou mon représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment à signer la convention et toutes les pièces qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Convention d'occupation temporaire au profit du SM4CC pour l'exploitation des vélos en libre service. Sylvie. Bonsoir. Vous avez certainement tous remarqué l'installation donc récente de ces vélos qui rencontrent déjà un vrai succès auprès des habitants et des visiteurs. Leur présence s'inscrit pleinement dans une démarche de mobilité douce à l'échelle de notre territoire. L'emplacement retenu pour l'implantation sur notre commune est situé sur le trottoir le long de la rue Entrevetan à proximité de la mairie. Ce choix a été fait pour garantir à la fois la visibilité, l'accessibilité et la sécurité. La convention proposée prévoit une mise à disposition gratuite de l'espace par la commune pour une durée de 3 ans renouvelable 2 fois, soit une durée maximale de 9 ans. Le document annexé à la délibération détaille les engagements respectifs de la commune et du SM4CC, tant en matière d'entretien, de signalisation que de responsabilités diverses. Merci Sylvie. Est-ce que ça soulève des questions? Nicolas? Ouais, 2 petites questions. Première purement administrative, entre guillemets, c'est en fait quel intérêt qu'on délibère, sachant que la convention a déjà été signée et que les vélos sont déjà en place. Mais voilà, première question. Ça permet de régulariser une situation qui parfois évite qu'on laisse traîner des dossiers quelques mois alors qu'ils peuvent accélérer. D'autant plus que là, ça nous a permis de lancer ça pendant la période estivale où on sait que c'est aussi un peu plus favorable pour la pratique du vélo. Ok, merci. Et deuxième question, Sylvie, tu l'as rapidement évoqué, puis moi j'ai l'impression aussi que ça a pas mal été utilisé. Est-ce qu'il est prévu que le SM4CC nous fasse parvenir les données d'utilisation, que ce soit sur ces vélos et aussi sur la voiturette dont on avait voté avant l'été, pour savoir justement l'utilisation? J'ai l'impression que ça marche bien, mais voilà, si on avait des données concrètes pour voir la suite, possiblement le développement, donc est-ce que c'est prévu? Alors oui, le SM4CC le traite parce qu'en plus, comme les vélos sont connectés, ils ont des données assez précises. Après les premiers mois de lancement sur Bonneville et Régnier, il y a des premiers éléments qui avaient été donnés en bureau du SM4CC. Et je pense que d'ici la fin de l'année et sur les premiers conseils de 2026, on pourra inscrire à l'ordre du jour un état des lieux un peu sur ces sujets de mobilité, ou alors proposer que sur une commission mobilité, le SM4CC vienne nous présenter l'ensemble de ces résultats qui sont vraiment encourageants et qui montrent que des mobilités qu'on pouvait penser un peu réservées aux grandes villes en termes de densité fonctionnent aussi dans nos territoires soit semi-urbains, soit ruraux. Donc les chiffres, le SM4CC les a. On va laisser, alors pour la voiturette, le temps que l'expérience se termine pour avoir les données complètes, et pour le vélo que ça monte un peu en puissance pour présenter au bout de 4 à 6 mois d'utilisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, eh bien je vais vous proposer d'approuver la convention avec le syndicat mixte des 4 communautés de communes pour l'exploitation des vélos en libre service et de m'autoriser moi, mon représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération et notamment à signer la convention et toutes les pièces qui s'y rapportent. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Approbation du projet de périmètre du SPR. Sylvie. Merci. Aujourd'hui, donc, je reviens vers vous pour faire un point d'étape concernant le site patrimonial remarquable, SPR. Je vais peut-être être un peu longue, j'espère pas trop. Je voulais faire un bref rappel historique qui s'impose pour restituer le cadre des étapes déjà franchies, parce que c'est un lourd travail et sur la durée. Alors pour l'historique du contexte, donc lors du conseil municipal du 5 avril 2023, nous avons validé dans le cadre du budget primitif une enveloppe dédiée aux études nécessaires à la mise en œuvre d'un SPR. À cette occasion, j'étais intervenue pour expliquer ce qu'est un site patrimonial remarquable, un outil de protection et de valorisation du patrimoine architectural, urbain et paysager, la procédure de classement au titre du SPR et les effets concrets de ce classement sur notre commune. Pour mémoire, donc, le SPR vise à préserver et valoriser notre patrimoine tout en accompagnant son évolution de manière harmonieuse. Lors du conseil municipal du 27 septembre 2023, nous avons approuvé la prescription de l'élaboration du SPR, ce qui a permis de lancer officiellement la procédure de création. L'avancement de cette procédure. Alors, c'est 2 grandes phases, la phase de classement, qui délimite le périmètre, et la phase d'élaboration d'un document de gestion. La consultation a été lancée à l'issue de laquelle le groupement d'études a été retenu pour accompagner la commune.
Le marché de type ordinaire a porté sur des prestations intellectuelles, une tranche ferme conditionnelle et une tranche optionnelle. Lors du conseil municipal du 9 avril 2025, je vous ai informé de l'obtention d'une subvention de la DRAC pour soutenir cette démarche. La délimitation du périmètre. On en vient donc à la délibération. Aujourd'hui, le périmètre du futur SPR a été défini. Je tiens aussi à saluer le travail approfondi du groupement d'études, ainsi que l'engagement des membres de la commission urbanisme et les techniciens qui ont été pleinement investis dans ce processus. Nous avons également pu compter sur l'appui constant des architectes des bâtiments de France, dont l'expertise a été précieuse tout au long de l'élaboration. Le périmètre a été présenté à l'inspecteur des patrimoines, qui a effectué une visite sur le terrain. Il a été agréablement surpris par la richesse patrimoniale de notre commune et a salué la qualité du travail réalisé. Seuls quelques ajustements mineurs ont été apportés à ce périmètre. Il est important de préciser que ce périmètre, tel qu'il vous est soumis aujourd'hui pour approbation, ne fige rien. Il s'agit d'un périmètre de travail qui sert de base à la suite de la procédure. Le périmètre proposé est visible en page 18 de l'annexe 9 que vous avez, et il vous est demandé aujourd'hui d'en approuver officiellement le tracé à ce stade de la procédure. Ce périmètre propose d'intégrer les intérêts patrimoniaux, tant bâtis que paysagers, les plus forts du territoire de la commune de La Roche-sur-Foron. Donc je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais en limite sud, on part des rives du Foron au regard de leur caractère paysager et urbain, les berges du Foron et les fabriques qui sont liées. En limite est, c'est l'écrin paysager de la ville haute, avec Glacis du Château, l'enclos des Capucins, l'écrin qui va jusqu'au chemin de l'Échelle. En limite nord, on a le faubourg historique de Saint-Martin, la croix de Farlon, qui est classée monument historique, bien entendu, et les abords du site inscrit de l'avenue Victor Hugo. En limite ouest, le faubourg XXe siècle de l'avenue Charles de Gaulle, sa cohérence d'ensemble et son patrimoine du XXe siècle, le faubourg fin XIXe siècle et début XXe siècle, quartier de la mairie, avenue Jean Jaurès, ainsi que le faubourg historique de Saint-Bernard jusqu'au couvent et ses jardins. Donc l'étape à venir, après l'approbation du périmètre, sera la procédure qui se déroulera comme suit. Le périmètre sera examiné par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le dossier sera ensuite soumis à enquête publique. La décision finale de classement reviendra au ministère de la Culture. Enfin, nous engagerons l'élaboration du document de gestion patrimoniale qui peut être un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine, PVAP. Donc ce document permettra de fixer les grandes orientations en matière d'aménagement et de préservation et de guider les porteurs de projets, les habitants et les professionnels dans une logique de valorisation de notre cadre de vie. Ça, j'ai pas été trop long. Merci beaucoup Sylvie. Est-ce que ça soulève des questions Et trop rapide. sur cette démarche, Nico? La protection du patrimoine architectural de notre ville est un sujet effectivement important. Notre groupe reste par contre un peu sceptique sur le dispositif du site patrimonial remarquable pour préserver ce patrimoine pour plusieurs raisons. Ce dispositif nous a été effectivement présenté en 2023 comme un dispositif nous permettant à la fois de protéger le patrimoine architectural tout en répondant aux défis de notre temps, notamment énergétiques. En réalité, on reste principalement sur la protection du patrimoine, alors effectivement paysager, mais sur le volet énergétique, ça va être plus compliqué. Ce dispositif, s'il va à son terme, engendrera aussi des surcoûts du coût de rénovation pour les particuliers, avec un risque de délabrement de certains bâtiments ou de possibles vacances supplémentaires de logements. Troisièmement, ce dispositif ne donne aussi aucune aide directe pour les particuliers ou la municipalité, alors que l'étude lancée pour mettre en place ce SPR à charge de la commune a été budgétisée à 70 000 €. Ce dispositif engendre l'avantage fiscal Malraux, mais finalement qui n'est ni plus ni moins que de la défiscalisation pour les gros investisseurs privés. Ce dispositif facilitera les instructions de dossiers par les architectes du bâtiment de France, mais à côté de cela, il faudra aussi augmenter les effectifs du service urbanisme pour sa bonne mise en œuvre. Tout cela pour dire, en fait, au-delà du vote du périmètre de ce soir, il nous semble important de bien analyser l'ensemble des coûts, bénéfices, avantages, inconvénients, de rencontrer les communes qui ont déjà ce dispositif et qui est déjà effectif sur les communes, avant de poursuivre ou non sur la deuxième étape qui consistera effectivement à rédiger les règles qui s'appliqueront dans le périmètre.
Oui, de toute façon, là, c'est la première étape, comme je le disais, mais c'est vrai que c'est important de voir comment on va passer à la deuxième étape et si on va passer ou pas. Mais c'est vrai que je pense que c'est très important qu'on a une reconnaissance nationale d'un patrimoine de la commune de La Roche-sur-Foron, et puis avec un document de gestion réglementaire qui va permettre de définir des règles de jeu pour tout le monde et réhabiliter ou construire dans un cadre défini pour tout le monde. Et donc ça va faciliter l'instruction des permis de construire, parce que donc on aura non seulement l'ABF qui va avoir un avis conforme sur tout le périmètre donc du SPR, mais également on va avoir des règles que les services de l'urbanisme vont pouvoir appliquer, qui seront opposables. Juste en réaction. Pour moi, là, tu viens de citer effectivement les avantages que je dis. Effectivement, il y en a, mais c'est de voir avec tous les inconvénients que j'ai pu citer aussi, de faire la balance et de voir effectivement si on veut poursuivre sur cette deuxième étape et pas de s'y lancer directement sans cette réflexion-là. C'est ce que je disais. Donc, on va, avant de lancer la deuxième partie, on va en reparler. On est en groupe de travail. On a toujours travaillé ensemble en commission d'urbanisme et on a toujours échangé et on va mesurer le pour et le contre. Oui. Oui, donc pour notre groupe, on en avait déjà effectivement discuté, échangé à ce sujet au mois de mars 2025, quand ça avait été déjà à l'ordre du jour du conseil municipal. Je ne vais pas redonner les mêmes arguments que Nicolas, puisque c'était déjà ceux-là qu'on avait cités lors de notre prise de parole à l'époque. Donc nous, on reste toujours dans cette même vision que ça risque de bloquer beaucoup de choses et d'engendrer des grosses problématiques et financières et techniques, notamment pour les particuliers. Et à ce point de vue-là, nous, on demande à ce que le projet soit suspendu le temps que les élections municipales de mars 2026 passent, pour que la prochaine municipalité puisse prendre le dossier en route et prendre une décision éclairée pour mettre ou non en place ce dispositif. Alors, j'entends, je laisserai Sylvie répondre sur la partie peut-être plus technique. Me concernant, il est bien évident, valable pour ce sujet comme pour d'autres, que nous ne suspendrons aucun dossier au motif que les élections municipales approchent, puisque nous avons été élus par les Rochois de juin 2022 jusqu'au mois de mars 2026, et que donc nous remplirons nos missions du mois de juin 2022 jusqu'au mois de mars 2026 sans interruption, parce que si on commence à l'approche de chaque élection à arrêter de travailler pendant 6 mois avant et à se mettre à travailler 6 mois après parce que tout a été interrompu, le temps des mandats risque de clairement pas avancer. Donc ce dossier continuera d'avancer. Et avant de faire ce genre de demande, je crois qu'il est important d'entendre la réponse que Sylvie vient de faire à Nicolas sur le fait que il n'y aura pas de lancement automatique de la deuxième étape, mais que ça sera le résultat d'une discussion au sein de la commission dédiée, comme ça vient d'être dit, commission à laquelle l'ensemble des groupes politiques sont conviés, avec une participation plus ou moins assidue. Sylvie ? J'allais dire la même chose, c'est-à-dire qu'on a la première phase qui est en route, qu'on va aller jusqu'au bout, et la deuxième phase, elle sera sur la prochaine mandature. Donc, Justement, c'est pour ça qu'on demande ça. Le dossier, en tout cas, ne sera pas suspendu. Après, les sujets de discussion sont ouverts en commission. En tout cas, je tiens aussi à saluer tous ceux qui sont investis sur ce dossier. Sylvie, en tant qu'adjointe, les services, naturellement, et puis l'ensemble des élus qui ont largement contribué, et qui montrent aussi que sur des dossiers de cette ampleur-là, on peut ne pas être d'accord sur tout, mais qu'on est capable de discuter beaucoup pour trouver des points de convergence, et je crois que c'est à saluer. Je vais vous proposer maintenant d'approuver donc le projet de périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de La Roche-sur-Foron tel qu'annexé à la délibération, et de m'autoriser moi ou mon représentant à saisir le préfet de région en vue de soumettre pour avis ce projet de périmètre du site patrimonial remarquable à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, approbation du projet éducatif de territoire 2026-2029. Corinne. Oui. Alors, depuis 2014, la loi permet l'organisation des activités périscolaires au sein d'un projet éducatif de territoire nommé PEDT, en lien avec les écoles. Les objectifs de ce projet incluent l'amélioration de la cohérence des actions éducatives, la promotion de l'épanouissement et de la réussite des enfants,
et l'implication des divers acteurs du territoire tels que les écoles, les services municipaux et les familles. Un nouveau PEDT doit être établi pour la période scolaire 2026-2029. Le service jeunesse ayant intégré le pôle éducation fait partie de ce PEDT. Il vise à maintenir ses objectifs, à bénéficier d'un taux d'encadrement assoupli d'un adulte pour 18 enfants et à permettre une déclaration de fonctionnement à partir d'1 heure au lieu de 2. Ce projet s'inscrit dans un partenariat entre plusieurs entités, notamment la Caisse d'allocation familiale, la Direction des services départementaux de l'éducation nationale, le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport et la commune. Des questions? Merci Corinne. Est-ce que ça soulève des questions? Oui, Virginie? Oui, notre équipe La Roche Ensemble tenait à souligner, à remercier et à féliciter le travail des agents du service éducation et du service jeunesse pour le travail de qualité fourni sur l'élaboration du PEDT. En effet, cela représente un travail considérable et continu durant déjà les 4 années du présent PEDT actuel, afin d'essayer de garantir le bien-être des enfants, afin d'essayer également de satisfaire au mieux les demandes de chacun des acteurs du territoire. Et il faut savoir que c'est des questionnaires qui sont envoyés régulièrement aux enfants, aux services, aux agents, aux parents. Ensuite, il faut traiter analyser les réponses recueillies. Et en fait, ça permet effectivement d'améliorer ou de garder ce qui est bon pour élaborer le nouveau PEDT. Merci les services. Merci. C'est des services. Oui, oui. Non, je crois qu'effectivement, alors évidemment, les services sont naturellement remerciés. Je trouve l'intervention surprenante, mais dont acte. Je vais vous proposer d'approuver le projet éducatif de territoire PEDT 2026-2029 de la commune annexée à la présente délibération, de m'autoriser à signer ce PEDT 2026-2029 et de prendre toutes dispositions nécessaires et inhérentes à l'exécution de la présente délibération, et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à solliciter la CAF ou tout autre organisme afin de bénéficier d'une éventuelle subvention. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Merci beaucoup. Et quant à moi, en plus des services, j'ajouterai la belle coordination entre les élus et les services. Merci Corinne pour ton implication depuis le début du mandat. Point 14. Redevance d'accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond pour la saison 2025-2026. Théo. Bonsoir, nous avons l'habitude de nous prononcer sur cette délibération, ça fait quelques années que nous la prenons. Il s'agit simplement d'autoriser la perception et le versement des redevances d'accès aux pistes de ski de fond à Orange, tant qu'il est encore temps d'y pratiquer le ski de fond. Vous avez eu les tarifs en annexe de cette délibération, et si vous avez des questions, j'y réponds. Voilà. L'an dernier, nous avons mentionné la possibilité éventuelle d'avoir des tarifs qui soient au quotient familial. Vous aviez indiqué que vous porteriez cette parole auprès de l'organisme. Comment est-ce que ça a été accueilli et quel est le résultat ? Alors le résultat, c'est les tarifs que vous avez là. Vous en avez d'ailleurs 2 propositions supplémentaires. Alors pas mises au quotient familial, vous avez raison, mais il y a 2 propositions qui sont faites, passe saison scolaire et passe séance scolaire, pour permettre à tout le monde d'avoir des tarifs réduits lorsqu'on y vient à l'école, ce qui permet à des personnes d'avoir des tarifs réduits une fois qu'on y est allé à l'école. Et vous avez raison, il n'y a pas de quotient familial. Et quelle a été la raison pour laquelle ils ont refusé ? Je les laisserai s'exprimer. Je ne vais pas m'exprimer à leur place ce soir. Mais du coup, vous l'avez porté et ils vous ont donné les raisons du refus, c'est ça? Et vous ne voulez pas les dire? Alors, c'est pas mon rôle de m'exprimer à la place d'autres organismes. En tout cas, nous, on a fait cette proposition. Elle est soumise au conseil municipal. Et donc, si vous voulez aller les interroger, moi, je veux bien le faire avec vous. La question, c'est, peut-être qu'on s'est mal compris, mais l'an dernier, vous avez indiqué que vous alliez porter cette parole et que vous alliez interroger l'organisme pour donner une réponse à ce sujet. Je parle du sujet du quotient familial, je ne parle pas des passes famille ou des demi-tarifs. Donc ce que j'entends là, c'est que vous avez
pas posé la question ou ils n'ont pas donné de réponse? Je veux juste avoir une clarification sur ça en fait. Si, on a eu une discussion puisque ces tarifs sont faits en partenariat et donc il se trouve que ça n'a pas été accepté de faire le quotient familial. Bah, ma foi, on pourra se reposer la question de l'année prochaine. Moi, ça ne me dérange pas. Et donc ils vous ont donné une raison et tu peux pas la donner, c'est ça? Donc on les interrogera à ce sujet. Bah, à ce moment-là, ça serait bien de dire, on aurait gagné une année, de dire que vous n'allez pas pouvoir communiquer sur la raison qui allait être évoquée. Je trouve ça un peu dommage, mais on va se rapprocher d'eux, ce sera peut-être plus efficace. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote et donc d'approuver les montants et les modalités de perception et de versement de la redevance d'accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond pour la saison d'hiver 2025-2026 et de donner au gestionnaire, le foyer de ski de fond d'Orange, tout pouvoir pour appliquer les tarifs réduits en fonction des conditions d'enneigement. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Merci beaucoup. Point suivant, la convention cadre entre le département de la Haute-Savoie, le comité d'organisation UCI Haute-Savoie-Mont-Blanc et la commune relative à l'organisation des championnats du monde de cyclisme en 2027 sur le territoire de la Haute-Savoie. L'attribution de la prochaine édition de l'organisation des championnats du monde de cyclisme à la France et notamment au territoire de la Haute-Savoie en tant que territoire hôte nous conduit à avoir été sollicité par le comité d'organisation pour déterminer précisément un partage de responsabilités entre la commune et le comité d'organisation puisque la ville de La Roche-sur-Foron et notamment son parc des expositions ont été retenus pour un certain nombre de sujets, notamment les épreuves de cyclisme en salle, de cyclisme speedway et de polo vélo. Je ne serai pas tout à fait en mesure encore ni de vous expliquer complètement les règles de ces jeux, ni de vous en faire une démonstration. Et le parc accueillera également les bureaux de l'organisation, le congrès de l'UCI, ainsi que le centre des médias. Dans le cadre de ces accueils, la convention qui vous est proposée et soumise au vote, c'est une convention cadre qui définit globalement les grandes lignes de partage de responsabilités, avec pour le comité d'organisation toutes les questions de planification, de programmation des événements et de gestion opérationnelle et promotionnelle. La commune, quant à elle, va devoir assumer un certain nombre d'actions dans le cadre de cet accueil, notamment sur la coordination des dispositifs de sécurité, sur la gestion d'un certain nombre de flux de circulation et de spectateurs, de l'information et de la communication sur le territoire communal, des questions évidemment d'entretien, de nettoyage en fonction des déchets provoqués par les épreuves et le passage des spectateurs. À noter que cette convention, elle précise l'ensemble des conditions de mise à disposition des espaces et des équipements nécessaires et que dans ce cadre-là, la commune de La Roche est un peu particulière puisque contrairement à beaucoup d'autres communes dont les épreuves sont en extérieur sur la voie publique, à La Roche, la plupart des choses se dérouleront dans le cadre de Roche Expo et donc au-delà de la convention avec la commune, il y aura une convention entre le comité d'organisation et Roche Expo qui là ne nous liera pas et qui se passera à l'intérieur de l'enceinte du site. Ce qui fait que nous serons globalement peu concernés par tout un tas d'obligations de cette convention cadre. Celles-ci sont assez limitées, puisque, je le disais, on ne met pas à disposition ou très peu d'espace public. Donc nos obligations, elles se concentreront notamment sur le fait de mettre en œuvre le maximum de moyens nécessaires pour faciliter les flux de personnes, pour garantir les opérations de promotion et de communication pour le bon déroulé de ces championnats, et puis avec la mise à disposition de repas sur les jours d'épreuve pour un certain nombre de participants et de membres de l'organisation. Tout ça a été chiffré et est intégré à la convention un montant maximum de dépenses pour la collectivité au niveau de 50 000 €, ce qui représente bien moins pour ceux qui l'ont en tête que l'accueil d'épreuves du Tour de France et ce qui apparaît être un investissement qui, s'il est conséquent, paraît tout de même intéressant dans le cadre des retombées qu'on peut attendre de ce genre d'événement avec l'ensemble de l'organisation présente sur place qui pourra donc mettre en lumière et découvrir notre ville, nos commerces, notre attractivité, nos restaurants, nos quelques structures hôtelières et ce genre de choses. Et puis La Roche sera évidemment au cœur des événements tout au long de la quinzaine qui comportera les événements.
Et donc, il s'agit là, je le disais, d'une convention cadre qui viendra être précisée au fil de l'eau pour venir détailler les attendus précis. Pour rappel, on a pu organiser une rencontre entre le conseil municipal dans un format restreint et non ouvert au public avec le responsable du comité d'organisation qui a pu nous présenter l'ensemble de ces éléments et répondre à des questions. Des documents sur les études d'impact ont été demandés, ils ont été transmis et donc je vous laisse à vos éventuelles questions si vous en avez, même si je le redis, mais les membres du comité d'organisation restent à tout moment à notre disposition pour répondre aux questions. Oui. J'ai une petite question concernant les 50 000 € que tu nous annonces. Est-ce qu'ils tiennent compte donc de la prise en charge financière des paniers repas? D'accord, merci. Oui, c'est une prestation tout compris qui ne dépassera pas les 50 000 € en aide financière. Et en toute transparence, ça a été évoqué lors de la présentation, on aura aussi sans doute quelques temps agents à mettre à disposition sur du barriérage à proximité de Roche Expo pour faciliter la gestion des flux de circulation. Sans doute du temps de police municipale qui va devoir par moment peut-être s'assurer que toutes les conditions de circulation sont optimales. Et donc ce chiffrage-là s'apparente de très près à ce qui peut être fait dans le cadre des grands événements aujourd'hui de Roche Expo comme la foire internationale, parce que sur le temps de présence de l'organisation, en fait, on aura globalement moins de visiteurs pendant le congrès UCI que sur la durée de la foire internationale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel. Oui, je vais peut-être anticiper un petit peu, mais au niveau des flux de circulation et notamment des transports en commun, ça va être en partenariat avec Proximity, je suppose que ça va se passer? Oui, c'est ça. On va prendre contact avec Proximity, qui est donc notre autorité organisatrice de la mobilité, puisque dans nos territoires, la mobilité n'est pas une compétence communale, et donc on se rapprochera de Proximity pour essayer d'organiser conjointement des choses, comme c'est déjà le cas dans un certain nombre d'événements. Par exemple, Vache en piste, où des navettes ont été mis en place de façon partenariale. Mais aussi, il y a des contacts, et là, ça nous dépasse, même si on sera concerné, mais entre le comité d'organisation et la région, pour que les TER régionaux participent aussi à la mobilité des différents acteurs de ces épreuves. Et comme on a une gare, on profitera de ces éléments-là, même si les discussions ne se feront pas à notre niveau, mais au niveau de la région. Du coup, au niveau de Proximity, il y aura un coût financier qui sera à charge de la commune, ou c'est eux qui se débrouillent directement avec l'UCI? Non, alors ça, c'est des discussions qui devront avoir lieu avec Proximity, avec nous, sachant que nous, l'engagement de 50 000 € étant maximum, il prendra tout en compte. Pour l'instant, les discussions sont pas loin d'être abouties avec Proximity là-dessus, parce qu'on avait besoin aussi des précisions de ce qui était attendu dans cette convention. Aujourd'hui, dans le cas d'un certain nombre d'événements, Proximity prend en charge gratuitement au nom du syndicat et aussi pour faire la promotion du syndicat de façon gratuite un certain nombre de navettes. Je donne d'autres exemples là, sur des événements un peu plus réduits, mais la Grimpée Rochoise qui est souvent gérée en lien avec Proximity qui le fait gratuitement, et ils font ça sur tout un tas de communes du territoire. Donc il y a de bonnes chances que s'il reste à charge il ne soit pas total, et quoi qu'il arrive, l'engagement maximum de 50 000 € en monétaire est inscrit à la convention cadre. Oui, donc même la partie transport en elle-même sera intégrée dans les 50 000 maximum. Tout est intégré dans ces 50 000. Tout ce qui aura, toutes dépenses liées au championnat du monde au final. Exactement. Okay. Or, si la commune veut, elle, procéder à de l'événementiel particulier commune, qui là sera ailleurs, mais ça dépendra du vote de la commune. Ok. Oui, et la problématique, effectivement, avait été soulignée par Madame Ranard, c'est la rentrée scolaire avec les bus Proximity, effectivement. Oui. Là, on est dans le flou. On est dans le flou, mais la réponse qui a été donnée, alors je la redonne publiquement ici, c'est que le comité d'organisation et le ministère en charge des grands événements est en discussion avec l'éducation nationale sur cette question-là. Donc effectivement, on est dans le flou, mais je doute qu'on arrive à trouver des réponses auprès des ministres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai un petit peu lu la convention et si je me réfère sur l'article 8
8.2 restauration, page 14. Il parle de donc 200 repas à 25 €. Donc ça fait 5 000 par jour et il y a 11 jours. Parce qu'en fait, il faut qu'on veille du premier jour jusqu'au lendemain du dernier jour. Donc en fait, on parle de 11 jours et non pas de... Ah, ben écoute, moi, faut regarder sur la page. Ouais, ça a été expliqué lors de la venue de l'UCI, c'est uniquement les jours d'épreuve. En tout cas, sur la convention, c'est notifié. On parle uniquement des jours d'épreuve. Cette question, elle a été posée et clarifiée lors de la venue du responsable de l'UCI. Moi, sur la convention, c'est noté. Donc, voilà. Donc, deuxième chose, sur les secours médicalisés et spectateurs. Donc, on a la charge donc, des pompiers et la Croix-Rouge. Est-ce que vous avez budgété pour ces 10 jours? Comme tout se passe dans l'enceinte de Roche Expo, ça sera géré dans le cadre de la convention avec Roche Expo. Ça aussi, ça a été expliqué lors de la venue de l'UCI. D'accord. Donc, vous dites que, en fait, c'est que 50 000 €. C'est ça? Oui, c'est ça. Total. Moi, ça me paraît un peu étonnant. Ouais. Bon, la convention cadre le fixera, donc elle ne pourra pas être dérogée à moins que le conseil municipal y déroge par un autre vote. Et pour reprendre l'article 8.2, il mentionne bien les jours de compétition. Et donc les jours de compétition à Roche Expo ne seront pas sur l'intégralité de l'événement. Donc on est bien sur ce qui était mentionné pour un coût sur les repas de 30 000 €. Très bien. Oui, Benoît. Juste au niveau des 50 000 €, je ne le vois pas dans la convention. Ça va arriver après ou bien... Peut-être que je ne l'ai pas trouvé. Ouais, non, alors c'est très précisé dans les échanges qui sont en cours avec l'UCI, donc ça sera précisé. Mais en tout cas, l'UCI est très au fait de ces 50 000 € de limite. Donc on ne les a pas dans la convention, ça arrivera plus tard. Ok. Ça aurait été bien que ça y soit, mais bon. L'autre point, c'est par rapport à la valorisation du temps de nos agents. Oui. Est-ce que vous avez comptabilisé cette partie ? On a un peu estimé nous, mais ça serait bien d'avoir une estimation officielle. Alors, les services sont en train de reprendre les estimatifs qui ont déjà été réalisés dans le cadre des événements de la foire sur lesquels on peut assez facilement s'appuyer. Donc ils sont en train de retravailler ces décomptes pour l'adapter au nombre de jours et aux demandes de l'UCI. Et puis de les mettre à jour par rapport aux évolutions des frais de personnel notamment et aussi aux estimatifs de ce qu'on estime de valeur de mise à disposition de matériel. Donc c'est en cours et ça sera transmis au conseil municipal dès que ce sera prêt. Ça aurait été intéressant de l'avoir ce soir, mais bon, je comprends que ça peut être compliqué éventuellement aussi pendant les vacances, mais on va dire quelques dizaines de milliers, sans doute pas à 50, mais entre 10 et 20, on peut l'estimer. A priori. J'ai vraiment peur de dire une bêtise si je réponds. Ouais. Donc on arrive à un coût au final qui va être entre 50 et 100 000 €. Alors de notre point de vue, c'est un bel événement, le championnat du monde de vélo. Le vélo, c'est un sport populaire et ça va permettre de découvrir des disciplines effectivement qu'on ne connaît pas très bien. Donc c'est plutôt intéressant et les Rochoises et les Rochois vont probablement apprécier. Mais au-delà de ça, donc plutôt en faveur de cet événement. Néanmoins, on estime que demander entre 50 000 et 100 000 € et les accepter, parce qu'on aurait pu aussi probablement négocier avec l'UCI et voir dans quelle mesure ils pouvaient prendre un certain nombre de frais, ça nous aurait paru important et intéressant, d'autant que, comme tu l'as rappelé en début de conseil, le budget est de plus en plus fragile. Et lâcher entre 50 000 et 100 000 €, ça nous paraît quand même un peu conséquent à la vue de l'événement. Il aurait sans doute fallu négocier pour faire retomber ça. On sait que l'UCI est une structure qui est plutôt bénéficiaire et on aurait sans doute pu avoir des conditions plus avantageuses. Donc on regrette cet aspect financier. Néanmoins, on se réjouit de la fête populaire que ça va pouvoir être. Alors, le cadre des négociations, il a été mis en œuvre, parce que notamment sur cette limite financière, alors on a quelques traces, on n'a pas le chiffre de 50 000 qui soit précis, mais on a bien le montant maximum de 25 € par repas sur les 200 paniers repas sur le nombre des jours de compétition qui est encadré. Par ailleurs, on a fait mentionner à l'article 8.6
point 3 sur les transports, parce que c'est là aussi une des dépenses qui peut nous revenir, que on ferait au mieux pour mettre en place la gratuité, et qu'en cas d'impossibilité de gratuité, le plafond des dépenses pour la commune serait de 10 000 euros, ce qui nous amène à 40 000 euros. Et le directeur général des services me précisait que les 10 000 euros qui amènent aux 50 000 sont aussi dans une première estimation des coûts services. Donc on a ces limites-là qui encadrent dans le cadre de ce qui nous revient à faire dans nos obligations par rapport à cette convention-là. Après, 10 000 euros par rapport au coût service, c'est pas forcément, à mon sens, un coût qui soit pas vu avec une limite haute, puisque ça, il va quand même y avoir, je pense, des heures supplémentaires qui vont être engrangées, et puis peut-être des heures de week-end ou peut-être de nuit. Je trouve que ça fait vraiment peu, 10 000, non ? Pas d'heures de week-end ni de nuit, hein. On est vraiment sur installation de barrières autour de Roche Expo, comme on sait très bien le faire dans le cadre des grands événements, et mise à disposition de la police municipale pour gérer les flux de circulation, comme on le fait dans le cadre des grands événements Roche Expo. Et c'est tout. À La Roche, on a globalement la différence avec la plupart des autres sites, c'est que comme ça se passe sur un site fermé, qui est d'une gestion déléguée, une convention cadre avec Roche Expo est mise en place, qu'il y a relativement peu de reste à charge par rapport à d'autres territoires. Oui. Bon, ça aurait été intéressant de les avoir les 50 000, mais bon voilà, on va pas revenir là-dessus. En tout cas, pour répéter, je veux dire, les bénévoles, c'est aujourd'hui des gens qui sont dévoués, qui se mettent au service des événements. Et l'UCI va bénéficier du terreau de bénévoles rochois qui se mettent à disposition sur l'ensemble des manifestations. On va encore faire travailler là. Ça aurait été quand même intéressant que l'UCI prenne ça en charge. Je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est des personnes qui sont très importantes et qui font tourner l'animation rochoise pendant une bonne partie de l'année. C'est noté. Je vous propose de passer au vote et donc d'autoriser l'organisation de l'événement sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Foron, d'approuver la signature de la convention cadre à conclure avec le comité d'organisation et le département relative à l'organisation des championnats du monde de cyclisme 2027, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer avec le comité d'organisation des championnats du monde de cyclisme et le département de la Haute-Savoie ladite convention, ainsi que tout actes et documents afférents à la mise en œuvre, de charger le maire ou son représentant de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour respecter les obligations définies par la convention cadre et telles que définies ci-dessus de manière non exhaustive, de charger monsieur le maire ou son représentant de notifier aux organisateurs au moins 15 jours avant le début de la manifestation la mise en place de mesures d'ordre complémentaires et de transmettre copie au préfet conformément à l'article L2215-1 du CGCT, de charger monsieur le maire ou son représentant d'inscrire les dépenses afférentes à l'organisation des championnats et la tenue des événements relatifs au budget communal. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions ? Du coup, Michel, pas d'abstention ? Non, très bien. Merci beaucoup. Point suivant. Convention territoriale globale numéro 2 pour la période 2025-2029. Vous le savez, entre la communauté de communes et ses communes et la caisse d'allocation familiale, la convention territoriale globale encadre la démarche stratégique et partenariale d'investissement social et territorial. Notre territoire était concerné par une CTG qui est arrivée à échéance au 31 décembre 2024 et donc une nouvelle convention qui couvre la période 2025-2029 doit être prise. Aujourd'hui, et vous l'avez vu dans l'annexe qui vous a été distribuée, au-delà de l'ensemble d'objectifs généraux qui sont partagés, il y a peu d'éléments à disposition dans la CTG qui nous est proposé à la signature. Ça s'explique par le fait que, en lien avec la communauté de communes, il y a eu quelques difficultés pour aboutir à des éléments extrêmement précis sur la signature de cette convention. Et ce qui nous conduit aujourd'hui à délibérer sur cette ossature de convention qui est peu aboutie, c'est le fait qu'on arrive en fin d'année et que si on ne signe pas cette convention, on risque de ne pas pouvoir bénéficier des aides et des apports substantiels de la CAF sur l'ensemble de la période 2025-2029. Donc, ce qu'il est proposé au conseil municipal ce soir, comme ça a été le cas dans l'ensemble des communes,
de la communauté de communes, c'est d'approuver ce qui va être une ossature globale pour cette convention territoriale globale, et nous nous appuierons ensuite sur l'article 11 de la dite convention qui nous permet de l'aménager par voie d'avenant, et donc on ne perd pas ainsi notre capacité à toucher ce soutien de la CAF sur les actions sociales qui sont mises en œuvre très régulièrement par nos services dans ce cadre-là, et qui nous permet de prendre le temps de ne pas élaborer un plan d'action à la hâte qui ne serait pas réfléchi après un bilan très complet et une analyse très fine du territoire, ce dont on dispose, mais de l'efficacité des actions qui ont été mises en œuvre sur la précédente période. Est-ce que ça soulève des questions? Oui, Marie. Oui, merci pour les précisions, parce qu'effectivement, on était un petit peu surpris du document qui avait été transmis et le fait que ça ne soit pas finalisé. Je suis pas sûre d'avoir compris qu'est-ce qui empêche actuellement de faire... donc la CAF a donné, elle, son cadre, qui effectivement contient des objectifs qui sont dans son champ d'intervention. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les communes du territoire de faire le diagnostic du territoire et à partir de ce diagnostic, d'identifier les besoins et de faire le plan d'action? Pourquoi actuellement, pourquoi ça n'a pas pu être fait actuellement? C'est un retard qui a été pris sur l'élaboration de tout ça. Donc il y a des choses qui sont en cours, il y a des premières réunions qui ont commencé à avoir lieu, mais il y a des évolutions de services au niveau de la communauté de communes qui n'ont pas facilité à ce qu'on tienne le tempo nécessaire. Si on prend l'exemple de la commune de La Roche, on a aussi eu des évolutions de services qui ont nécessité aussi qu'on reprenne un peu un ensemble d'éléments pour construire quelque chose de très précis. Donc rien ne nous empêche de le faire, c'est en cours, mais c'est qu'on a pris du retard. Et que ce retard, il nous contraint à délibérer, parce que sinon, comme je le disais, on sort de la période de la première année et on risque de passer à travers pour toute la période 25-29. Ok. Est-ce qu'il y a un délai dans lequel ça va être fait ou pas? Urgemment. Ce qui est une réponse peu satisfaisante, j'en conviens et je m'en excuse. C'est noté. Alors, on s'abstiendra pour cette décision du fait justement du manque d'éléments. On entend bien l'urgence à la signer et on entend bien ce qu'elle conditionne, mais voilà, pour cette raison, on s'abstiendra. J'en prends note et je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Non. Et alors je vous propose donc d'approuver la convention territoriale globale pour la période 1er janvier 2025, 31 décembre 2029, et de m'autoriser moi ou mon représentant à signer la dite convention, ainsi que tout document, toute pièce administrative ou comptable s'y rapportant, et plus généralement à faire le nécessaire pour la bonne continuité de la CTG 2025-2029. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Je vous remercie. Pour les deux points suivants, ils concernent le centre de santé sur lequel je suis toujours déchargé. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Donc je quitte la séance et j'en confie la présidence à Sandrine Buisson. Merci Pierrick, nous notons bien ta sortie de la salle. Donc les deux délibérations suivantes concernent un renouvellement d'adhésion. La première, c'est donc le renouvellement à la Fédération nationale des centres de santé. La Fédération nationale des centres de santé est l'organisation représentative des centres de santé en France, reconnue par les pouvoirs publics. Cette fédération a pour mission de défendre et de promouvoir le modèle des centres de santé auprès des instances nationales et d'accompagner leur développement et de favoriser les échanges d'expériences. En 2025, le montant de l'adhésion s'élève à 945 €. Conformément au statut de la fédération, que vous avez en annexe, et considérant qu'il est dans l'intérêt de la commune de s'associer à cette démarche collective en faveur du développement et de la pérennité des centres de santé, il sera demandé au conseil municipal de décider de l'adhésion du centre de santé du Foron à la Fédération nationale des centres de santé, d'approuver le versement de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée générale de la Fédération et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette adhésion et à représenter la commune auprès de la fédération. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, de toute façon, Marc fera une commission le 8 octobre, donc il pourra en plus vous expliquer cette adhésion. Est-ce qu'il y a des contre? C'est un renouvellement de l'adhésion, Oui. c'est pas une nouvelle adhésion du coup. Non, du tout. C'est une adhésion annuelle. Donc, est-ce qu'il y a des contre?
Des abstentions? Je vous remercie. La suivante, c'est un peu la même, mais du coup, c'est à l'association du groupement régional des centres de santé Auvergne-Rhône-Alpes. L'association Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet de fédérer, représenter et accompagner les centres de santé dans leur fonctionnement et leur développement. En 2025, le montant de l'adhésion, elle s'élevait à 140 €. Au regard des statuts de l'association Auvergne-Rhône-Alpes, vous l'avez vu donc en annexe, et de l'intérêt de la commune d'adhérer à cette fédération, il sera demandé au conseil municipal de décider de l'adhésion du centre de santé du Foron à l'association GRCS Auvergne-Rhône-Alpes, d'approuver le versement de la cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée générale de l'association et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette adhésion. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On peut rappeler Monsieur le maire? Merci Sandrine. Le temps que je retrouve, on passe donc au point suivant sur les informations sur les décisions prises au titre de l'article 2122-22 du CGCT. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Nicolas. Oui, une petite question sur la décision 2025-65. J'ai peut-être loupé le truc, on a peut-être parlé en commission, mais il ne me semble pas. L'histoire de l'avocat pour l'opération immobilière Porte de Foron. Du coup, voilà, je voulais avoir quelques précisions de ce contentieux. C'est un recours par rapport donc à l'OAP Folieuse, le projet de l'OAP Folieuse. Mais après, je ne peux pas donner les détails du recours. Je crois pas. Ok, est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est le promoteur qui... Enfin, parce que le permis il a été délivré, du coup, c'est un recours de voisinage, on n'a rien le droit de dire? Je crois que dans le cadre d'une procédure judiciaire, on n'a pas le droit de se le dire. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions sur les DIA ou les DCC qui vous sont soumises? Alors, il y en a une sacrée liste parce que, si vous vous rappelez, il y a eu un manquement sur la note de synthèse du dernier conseil. S'il n'y a pas d'autres questions sur ces sujets, vient le temps donc des questions diverses. Simplement, avant de vous laisser la parole, rappelez que nous sommes rentrés dans la période de réserve préélectorale. Aussi, je vous propose que nous traitions uniquement des questions courtes et extrêmement en rapport avec l'actualité du conseil municipal sans partir sur des sujets autres, puisque les supports de communication institutionnelle ne doivent pas savoir quelques communications électorales. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Benoît. Par rapport au passeport, donc c'est un pass qui a été annulé par le gouvernement en début d'été, qui consistait à financer des jeunes en difficulté financière entre 6 et 13 ans à hauteur de 50 € pour faciliter les inscriptions dans les clubs de sport. Donc nous avions interpellé le 15 juillet à ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez décidé? Merci. Oui, alors on a mis un budget, on a augmenté le budget dédié aux associations de 25 000 €, mais sur ce passeport, j'ai bien reçu votre mail, on ne va pas donner suite. Simplement, comme, je m'inscris dans ce qu'a dit Monsieur le maire, comme vous en avez fait un outil de communication électorale, je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler ce soir. Alors c'est quand même étonnant parce que ça a trait directement à la commune. Là, hein. Je discute pas la décision gouvernementale. Donc on note votre décision de ne pas financer ces 4 500 € uniquement, j'ai envie de dire. Donc ça laisse 90 enfants sur le carreau potentiellement qui vont pas pouvoir pratiquer le sport. Et quand on sait l'importance de la pratique sportive et l'inclusivité que ça peut entraîner, on trouve ça très très dommage. Je rappelle, pardon, vas-y, je t'en prie, vas-y. Je me permets simplement de dire que depuis tout le temps que nous soutenons les associations sportives, ça leur permet d'avoir des tarifs de licence extrêmement réduits. L'augmentation de la subvention permet aux clubs de baisser certaines licences selon leur choix. Et je répète que nous faisons en sorte que les clubs puissent demander des subventions exceptionnelles, par exemple dans ce cadre, pour baisser les licences. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on laisse 90 enfants de côté, puisque ce n'est pas vrai, ces enfants pratiquent le sport. Par ailleurs, l'augmentation de la subvention de 25 000 €, dont une partie est laissée
à disposition de l'ORS et qu'à un moment donné, si la commune délègue en partie la politique sportive à l'ORS en apportant des financements conséquents, c'est pas pour rajouter des financements quand l'État se désengage par ailleurs. Et comme là vous avez la réponse à votre question, je vous propose qu'on en reste là, puisque sinon Théo a raison, on est en train d'aborder une toute autre tournure qui prend une vocation très politique plus que la question. Vous avez posé une question, on a apporté une réponse, on s'en tient à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, alors moi, j'aurais une question à propos de l'annulation du forum des associations. La décision d'annuler au vu de la météo ne nous semble pas forcément justifiée, car durant les 6 jours précédents, cette même météo prévoyait la pluie uniquement à partir de 16 heures. Et c'est ce qui s'est passé. Le second argument avancé est que 5 associations se seraient désistées sur 40. Donc il en restait quand même 35 qui étaient inscrites. Est-ce que c'est vraiment une décision valable pour tout annuler? Et pourquoi une solution de repli n'a-t-elle pas été prise en amont? On a pu échanger, Yves, à ce sujet. Enfin, Nadège, après, si tu veux compléter, n'hésite pas. Mais tu regrettais le fait que ce village soit annulé. Oui, profondément. Oui. Ouais, crois bien que pour Nadège, Thierry, moi, l'ensemble des services, l'ORS, toute l'équipe municipale, et apparemment vous également, c'est aussi un regret. Il se trouve qu'on a dû prendre la décision le mercredi soir. Les 3 années de l'édition du village des associations, on avait dit qu'on prendrait cette décision quelques jours avant, ce qui a quand même permis, on parlait du temps agent à l'instant sur les championnats du monde, d'éviter aux agents d'amener 200 tables, 200 chaises, un chapiteau, une scène, et de devoir les démonter alors qu'on ne faisait rien. Malheureusement, la météo, il fait moche, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et certaines associations, effectivement, nous avaient fait part de son désistement. Crois bien que nous trouvons dommage de ne pas avoir pu faire ce village des associations, qui est un bon rendez-vous. On est quand même fiers de l'avoir lancé. Tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. Je vais répondre sur la deuxième partie. C'est vrai que tu soulignais le fait de pouvoir peut-être le faire de manière abritée ou autre chose. Il y avait ce sens-là dans ta question. Ce village de ces associations, il est né maintenant il y a 3 ans, à l'issue des tables rondes. Et c'est vrai que cette question d'une solution indoor, à l'intérieur, ou d'avoir une position de repli, n'est pas ce qui avait été retenu par le groupe de travail qui a travaillé sur ce village. Parce que historiquement, il n'y avait qu'une fête du sport qui se fait traditionnellement à l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est une question qui se repose. Pour ne rien cacher, on doit faire un bilan avec l'ORS prochainement, et c'est une question qu'on va reposer, parce que ce village des associations qui a lieu mi-septembre, la question de la météo et de la solution de repli, elle est prédominante, parce que c'est effectivement très frustrant et très dommage quand on doit prendre la décision d'annuler. C'était pas une décision si simple que cela, effectivement. Alors je m'excuse d'insister, mais la météo pour moi c'est pas un argument, puisque la météo n'était pas prévue mauvaise ce jour-là, seulement de la pluie à partir de 16 heures. Et je peux vous dire que j'ai regardé tous les jours sur plusieurs sites de météo. Bon, il y a parfois des décisions pas évidentes à prendre, ça n'enlève rien au travail qui avait été réalisé en amont. Et il faut toujours prendre des décisions quelques jours avant. Alors forcément, là, il s'est mis à pleuvoir à 16h, alors on peut se dire qu'on s'est trompé. Si on l'avait fait et qu'il s'était mis à pleuvoir à 10h, tout le monde nous aurait dit qu'on était idiot de ne pas avoir annulé. Donc c'est la prise de risque. Mais si tu as une boule de cristal, on n'hésitera pas à te solliciter la prochaine fois. Et à un moment donné, quand le mercredi, on a 5 associations qui annulent, on peut quand même se dire que d'ici le samedi, on en aura un peu plus. Mais je rejoins ce qu'a dit Théo, c'est un événement qui a été lancé il y a 3 ans, qui a montré que c'était une belle réussite, mais beaucoup de travail, et le risque paraissait élevé. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Ouais, juste on aimerait avoir des nouvelles sur 2 points qu'on avait évoqués au printemps. La première, c'est sur la tenue d'une réunion de suivi sur PVD. Vous nous aviez dit que ça allait être programmé. Et la deuxième, c'est pareil sur le COPIL, sur îlot Grenette et parking égalité. On avait posé la question de la participation des groupes minoritaires. Vous aviez dit oui, c'était d'avoir un peu des nouvelles. Et vu que j'en profite rapidement,
Moi, j'aurais aimé aussi que vous clarifiez, par rapport à ce que tu évoquais avant sur les communications politiques. Moi, ma lecture juridique, je ne comprends pas. Il y a déjà eu le coup qui a été fait en Comcom de dire carrément il n'y a pas de question orale. Là, ce que vous dites là, ça me paraît. Enfin, voilà, si on peut avoir des précisions juridiques, parce que dans ce cas-là, en fait, presque on ne dit plus rien en conseil municipal. Et je trouve que la limite est vraiment très très fine. Et donc voilà, si vous pouvez avoir des précisions juridiques en même temps, ça serait cool. Alors la limite, je vais commencer par ça. La limite, elle est effectivement extrêmement floue sur tout un nombre de sujets et à l'appréciation du juge administratif qui rend parfois des jurisprudences qui peuvent paraître contradictoires. D'où l'absence de prise de risque. Tu as mentionné la communauté de communes. Pour ma part, j'ai pas souhaité qu'il n'y ait pas de questions diverses, mais qu'on s'en tienne à des questions et non pas, comme ça pourrait parfois être tentant, à des déclarations qui ressemblent parfois pas vraiment à des questions. C'est pour ça que je voulais qu'on pose des questions et c'est ce qui est en train de se passer ce soir. Et dans ce cadre-là, je pense que ça fonctionne. Ça permet de poser les questions qui nous intéressent et de ne pas verser effectivement dans le débat politique qui doit effectivement être tenu dans le flou des circonstances. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire ainsi. Bon, ce flou, il n'aide pas, mais si on prend un exemple, les tribunes dans les communications officielles de la ville, par exemple, ne doivent pas avoir, à partir de maintenant, une teneur politique. Sauf que les minorités gardent bien évidemment des tribunes libres qui ne peuvent pas être modifiées ou corrigées. Donc en fait, il est interdit de faire des tribunes politiques, mais rien ne nous permet de sanctionner une tribune qui serait politique. Donc c'est extrêmement ténu. Les services nous ont transmis un point qui pourra vous être transmis sur des textes assez précis. Alors précis sur les textes précis avec leurs interprétations et on pourra vous transmettre évidemment cette note qui est issue d'une préfecture. Le flou demeure, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on ne discute pas, je suis en train de dire qu'on essaye de se tenir à un débat qui soit le plus sur les affaires de la municipalité et qui ne prenne pas une tournure politique. Juste très rapidement là-dessus, les affaires de la municipalité, c'est de la politique en fait. Oui. Donc à un moment donné, mais je veux bien la note pour qu'on puisse analyser, oui. Parce que moi j'ai pas la même lecture que de mes recherches, mais partagez la note comme ça on peut. Oui, bien sûr. Ensuite, sur je vais répondre à Nicolas d'abord. Les réunions de suivi PVD, il y a une date qui est en train d'être calée, ce qui doit nous permettre de rapidement vous en proposer une. Et le COPIL sur l'îlot de l'égalité a pris un peu de retard parce que je pense qu'il y a eu un petit problème de compréhension à un moment donné avec le CAUE sur les attendus de la mission, ce qui a fait qu'il y a eu du retard un peu là-dessus. Mais depuis une quinzaine de jours, on a pu refixer tout ça. On a fait un bon travail collaboratif avec le CAE pour réussir à se comprendre et je les remercie très sincèrement parce qu'on a largement trouvé de quoi dépasser la petite incompréhension initiale et donc là aussi dans les prochaines semaines une date vous sera proposée pour prendre part à tout ça. Yves. Ouais, je voulais juste demander à propos du bulletin municipal, s'il y en a un avant les élections, si la tribune sera libre pour l'opposition ou pas. Oui, vas-y. Non, oui, je vous confirme qu'il y aura un bulletin municipal à la même échéance, c'est-à-dire en décembre 2026. 25. 25, ouais. 25. À la même échéance, mais effectivement, je rejoins ce qu'a dit Monsieur le maire, c'est que ce qui nous concerne plus directement, c'est-à-dire les tribunes politiques, elles sont libres dans la mesure où le responsable de publication, qui est Monsieur le maire, ne peut pas les interdire. Par contre, le juge est très regardant sur la teneur de ces dites publications, tribunes, et il peut être saisi après élection par un citoyen et casser potentiellement le résultat de l'élection en fonction de ce qui est dit dans les tribunes. Donc peut-être que c'est l'occasion de faire un point là-dessus, on a eu l'occasion de le partager entre nous, mais sur la communication en réserve électorale, et effectivement ça peut être l'occasion de partager ces réflexions entre nous tous. Oui. Je voudrais revenir sur l'affaire cet été qu'on a tous un petit peu été choqués sur les propos, c'est les vidéos
sur les réseaux sociaux, parce que le racisme, moi, ça me gêne un petit peu. Donc, vous avez bien fait que Sandrine, c'est Sandrine qui a fait la mise à pied de cet agent. Et je voudrais savoir où s'en est cette histoire, tout simplement. Alors effectivement, on a été saisi par un certain nombre d'habitants suite à la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos à caractère raciste émises, de propos racistes tenus par un agent dans le cadre de ses fonctions. C'était pendant mon absence et mon indisponibilité, donc je remercie Sandrine d'avoir géré ça avec le directeur général des services, avec le directeur des ressources humaines de fort bonne manière, en mettant immédiatement à pied l'agent et en engageant immédiatement les procédures disciplinaires qui s'appliquent. Le fonctionnement de la fonction publique territoriale fait que on a déclenché la demande d'une commission de discipline. Cette commission de discipline, elle n'est pas interne à la collectivité, elle se passe au niveau du centre de gestion, et cette commission de discipline prend une dimension judiciaire, ce qui veut dire que la commune va devoir justifier de la sanction qu'elle a demandée pour l'agent, et que l'agent pourra se défendre avec un avocat, pour contester éventuellement la sanction qui lui est requise. Aujourd'hui, on sait que la commission de discipline, la prochaine programmée par le centre de gestion, c'est au mois de novembre. Nous sommes donc bien inscrits sur cette session-là. Mais comme on rentre dans un cadre judiciaire, on ne peut pas en dire plus sur les tenants et les aboutissants de l'affaire. En tout cas, l'agent aujourd'hui ne travaille pas pour la collectivité, sa mise à pied est toujours évidemment effective. On a demandé la sanction la plus forte pour cet agent parce qu'il est bien évident que c'est un comportement qui n'était pas tolérable, et maintenant ce n'est plus dans nos mains, donc c'est le centre de gestion qui va gérer ça. Et peut-être juste parce qu'il y avait un deuxième agent qui était aussi concerné, pas par les mêmes faits que le juridique, et là du coup c'est pas du juridique. Est-ce qu'il y a des suites qui sont données, il y a quelque chose en cours? Quelque chose est effectivement en cours avec cet agent, déjà pour s'assurer que les faits qui sont reprochés sont vrais et peuvent être vérifiés, parce qu'il y a ce qu'on a l'impression de voir sur une vidéo et ce qu'il est réellement. Alors, bon voilà. Et dans ce cadre-là, on a aussi pris conseil auprès d'avocats pour ne pas prendre des sanctions qui pourraient être contestées et mettre en difficulté la collectivité. Donc c'est en cours, mais quoi qu'il arrive, des recadrages très sérieux ont été faits. Et si sanctions doit et peut y avoir, elles seront prises. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est plus pour une précision par rapport à cette période un peu particulière qui s'ouvre, où j'entends qu'on va devoir avoir des questions précises et qui ne soient pas des tribunes politiques. Et je m'attends aussi de votre part à ce que les réponses soient concises et factuelles. Dans les exemples qu'on a eus ce soir, pour le passeport, je m'attendais juste à ce que tu me dises « on n'a pas pris en compte votre demande ». Pas besoin de savoir qu'on avait rajouté des subventions à l'ORS et qu'éventuellement ils vont le faire eux, ou que le Forum des sports a été créé par l'équipe suite à des forums. On aurait pu aussi dire qu'il était dans notre programme en 2022. Je veux dire, on ne va pas s'arrêter sinon. Donc je m'attends aussi de votre part à ce que vous soyez concis dans vos réponses. Merci. On y sera tous vigilants. Simplement pour revenir, parce qu'on a repris l'arrêté sur la question de Nicolas sur la décision du maire. Alors c'est les riverains qui ont attaqué le permis. Ça, je peux le dire parce que c'est public. Le reste, on ne peut pas aller au-delà. Mais c'est les riverains qui contestent. Très bien. Eh bien, je vous remercie toutes et tous pour ce conseil de rentrée. Je vous invite, comme traditionnellement, au pot de l'amitié qui se situe juste à côté. Belle soirée.